Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du dimanche 3 avril 2022. Dans les informations de ce jour, Madagascar a de nouveau bénéficié d'une aide de 5 millions de dollars de la part du gouvernement américain pour réhabiliter les dégâts dus au passage des cyclones Batsirai et Emnati, mais également pour soutenir les populations victimes. Le financement sera utilisé pour des aides alimentaires et pour les travaux de réhabilitation, lesquels seront sous la responsabilité du PAM ou Programme alimentaire mondial, de l'UNICEF et de la Croix-Rouge. Anna Martina nous en dit plus. Un mois après le passage des cyclones Emnati et de Batsirai, la plupart des sinistrés sont encore dans des situations difficiles, surtout pour la partie sud-est de la Grande Île. Afin de les soutenir, le peuple américain, à travers l'USAID, a de nouveau octroyé un financement de 5 millions de dollars pour les aides alimentaires, la réhabilitation des maisons, la santé et l'assainissement. Le PAM ou Programme alimentaire mondial, l'UNICEF et la Croix-Rouge se chargeront de la gestion de ces financements. Il s'agit de la suite des 500 000 dollars déjà octroyés auparavant afin d'aider les victimes de ces catastrophes naturelles. La majeure partie du financement, soit 3 millions de dollars, sera utilisée pour l'octroi de 1200 tonnes de riz, de céréales, d'huile et de compléments alimentaires pour les sinistrés dans les régions Vadvav, Vidvnand et Antimotsnanen. 2600 personnes bénéficieront de ces aides qui seront distribuées par le PAM durant 3 mois. 17 700 ménages auront des appuis financiers durant cette période, selon les informations. Par ailleurs, 700 000 dollars seront utilisés par l'UNICEF afin de procurer de l'eau potable et des matériels d'hygiène pour 20 000 personnes à Nusvark, Mananzar et Vuipen. 5 000 personnes, dont 511 enfants, bénéficieront également d'aide psychologique pour affronter les perturbations dues à l'immigration. Enfin, 600 000 dollars seront utilisés par la Croix-Rouge pour la réhabilitation des maisons et pour des appuis financiers pour 25 000 personnes à Nusvark, Mananzar et Vuipen. Et les travaux de réhabilitation des infrastructures détruites par Batsirai et Emnati sont en cours. C'est notamment le cas dans les districts de la région Atsimu-Atsnan, selon le député élu dans le district de Farafangan. Les écoles et les bâtiments publics sont concernés par ces réhabilitations et des acteurs dans différents projets effectuent également des enquêtes dans ces localités et apportent des appuis pour ces travaux. Outre la réhabilitation des infrastructures, les aides sociales venant de l'État sont déjà arrivées dans ces endroits victimes de catastrophes naturelles, d'après les explications. Et concernant les statistiques sur la situation du coronavirus à Madagascar, 41 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans toute la Grande Île sur les 2527 tests effectués durant la semaine du 26 mars au 1er avril, soit un taux de 1,62% de personnes atteintes du coronavirus, selon les statistiques officielles sorties par le ministère de la Santé publique. 27 cas ont été recensés dans la région Analamang, 7 dans la région Vaknakarach, 5 à Matsachambougne, 1 cas pour Atimotsnan et Melek. 22 personnes présentent des formes graves, si 4 personnes sont décédées la semaine dernière. Le nombre de personnes guéries est de 33 selon toujours les statistiques sorties hier. Toujours dans cette page santé, 104 CSB2 avec les laboratoires de référence dans la région d'Iana et 136 CSB et 3 CHRD dans la région Sava ont bénéficié de matériel sanitaire. Un don fruit de la coopération entre l'État malagasy à travers le ministère de la Santé publique et le gouvernement américain dans le cadre des programmes USAID Access et Projet Cure. Le but de cette coopération est d'améliorer les services de santé au sein des centres de santé de base et des hôpitaux. La remise de ces dons de matériel s'est tenue jeudi dernier à Diego. Dans un tout autre sujet à présent, parlant force de l'ordre, la célébration de la journée de la gendarmerie nationale hier 2 avril a été marquée par les questions-réponses entre les citoyens et les hauts responsables au sein de la gendarmerie nationale à travers des questions directes et les réseaux sociaux. Des questions sur la transparence des concours d'entrée au sein de la gendarmerie nationale, sur la cybercriminalité ou encore sur le rôle des gendarmeries, entre autres, ont été posées. Reportage de Mervolatsvir. La transparence du concours d'entrée au sein de la gendarmerie suscite souvent des doutes. Les responsables au sein de la gendarmerie nationale ont renforcé
que ceux qui disent pouvoir faire entrer des candidats peuvent être dénoncés, et cela dans la discrétion totale. La question sur la corruption a été aussi posée, surtout la corruption des gendarmes sur les routes nationales. La gendarmerie nationale prend aussi en main l'enquête sur la perte des téléphones mobiles, selon les explications. Parmi les questions posées à travers les réseaux sociaux aussi figure la lutte contre l'insécurité au niveau des routes nationales. Des mesures ont été déjà prises, affirment les responsables au sein de la gendarmerie, qui précisent que les transporteurs devront les respecter. La gendarmerie nationale est votre amie, tel est le thème de la célébration de la journée de la gendarmerie. Les responsables au sein de la gendarmerie nationale ont martelé la solidarité entre la population et la gendarmerie nationale. Un numéro de téléphone est disponible afin que chacun puisse donner des informations recoupées et à temps pour des actions immédiates. Les gendarmes ont assuré que l'anonymat des personnes fournissant des informations sera respecté. L'inscription au concours d'entrée d'élèves police prend fin le 31 mai 2022 pour cette édition 2021-2022 si elle a débuté le 29 mars dernier. Le concours se fera pour 4 catégories pour les postulants pour être commissaire de police, pour être officier de police, pour être inspecteur de police ou encore pour être agent de police. Fena Rakotarsu, Loutou, Zoura 900 nous en disent plus. Le concours d'entrée au sein de la police nationale est destiné à 2 catégories. Le concours direct ouvert à tous et le concours professionnel pour ceux déjà au sein de la police. 30 élèves commissaires, 50 élèves officiers de police, 220 élèves inspecteurs et 1150 agents de police seront recrutés pour cette année, soit un effectif de 1450 policiers qui seront répartis dans les directions régionales et les commissariats de la Grande Île. Outre une bonne condition physique, plusieurs critères doivent être remplis par les jeunes hommes et jeunes femmes désirant intégrer le corps de la police nationale. Ces derniers peuvent se renseigner auprès des services centraux de recrutement à Anous pour Antananarivo et au niveau des directions régionales de la police nationale pour les régions. Le site web de la police nationale est également ouvert pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la préparation des dossiers. Rappelons que le concours d'entrée au sein de la police nationale se tiendra les 2 et 3 juillet prochains. Dans les actualités internationales de ce soir, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a décidé aujourd'hui la dissolution du Parlement qui venait pourtant de refuser d'examiner une motion de censure contre lui en la jugeant inspirée par des puissances étrangères. Le Premier ministre était accusé par ses opposants de mauvaise gestion de l'économie et de maladresse en politique étrangère. France 24. La légalité constitutionnelle du rejet de la motion de censure qui a eu lieu ce matin à l'Assemblée. Ce qui s'est passé ce matin est assez inédit puisqu'à l'ouverture de la session parlementaire, le ministre de l'Information a lui mis en cause la validité de la motion de censure en évoquant une conspiration étrangère. On sait depuis plusieurs jours que le gouvernement accuse les États-Unis de vouloir renverser Imran Khan en raison, dit-il, de ses liens proches avec la Russie et la Chine. Après le discours du ministre de l'Information, des membres du gouvernement ont scandé différents slogans assez durs, dont celui-ci: ceux qui sont amis avec les États-Unis sont des traîtres. Donc, ambiance assez tendue au sein de l'hémicycle, et le vice-président de l'Assemblée a ensuite annoncé qu'il rejetait la motion de censure. Il n'y a donc pas eu de vote. L'opposition était en état de sidération, c'était une grande surprise, et elle a décidé de déposer un recours devant la Cour suprême. Et donc on attend de voir maintenant ce qu'il va se passer, puisque l'Assemblée est dissoute, les élections anticipées doivent être organisées, mais si la Cour suprême donne raison à l'opposition, c'est la grande confusion qui règne ici. Alors oui, l'armée joue un rôle très important au Pakistan, elle a d'ailleurs même dirigé le pays pendant 35 ans. Imran Khan est arrivé au pouvoir avec le soutien de l'armée en 2018, et c'est vrai que pendant les 2 premières années, l'armée l'a soutenu à 100%, mais l'année dernière, en novembre, Imran Khan et l'armée ont eu des différends au sujet de la nomination du directeur des services de renseignement de l'armée, et depuis, les relations se sont tendues. Tout au long de la crise politique qui a agité ces derniers mois le Pakistan avec cette coalition de l'opposition contre le gouvernement d'Imran Khan, l'armée n'a jamais pris position clairement, disant qu'elle était neutre, et ça c'est une nouveauté ici au Pakistan, cela n'a jamais été le cas. Cette position de l'armée a été publiquement critiquée par Imran Khan, et le Premier ministre a même dit lors d'un discours à la nation: seuls les animaux peuvent rester neutres. On comprend donc bien que les relations entre Imran Khan et l'armée sont ternies et très tendues.
Plusieurs dizaines de députés d'opposition sri-lankais qui manifestaient aujourd'hui malgré le couvre-feu ont été bloqués par des soldats et plusieurs policiers armés alors que le Sri Lanka est en proie à un mouvement de contestation sur fond de grave crise économique. L'accès aux réseaux sociaux a été également restreint par les autorités. France 24. C'est la réponse d'un gouvernement sous pression face à de manifestations de plus en plus violentes. Depuis ce samedi, l'état d'urgence est déclaré sur l'ensemble du territoire sri-lankais. Un couvre-feu de 36 heures a même été instauré à Colombo, la capitale. Le pays subit une crise économique sans précédent. Après les manifestations, le calme était revenu plus tôt dans la semaine. Mais la colère ne semble pas avoir disparu pour autant. Les gens manifestent quand ils n'en peuvent plus. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Quand les gens descendent dans la rue, les dirigeants doivent agir de manière plus réfléchie. Ce jeudi, de violents affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants. Tirs de gaz lacrymogène, bus incendiés. Ces civils en colère veulent la démission du président, à l'origine d'une loi qui permet à la police d'arrêter les manifestants sans mandat. Ce territoire insulaire de 22 millions d'habitants subit d'importantes pénuries, nourriture, carburant et médicaments, une situation désastreuse. Ici, les coupures de courant sont quotidiennes, faute de gaz. La crise actuelle s'explique par la mauvaise gestion de l'économie, par les gouvernements successifs, une situation aggravée par la pandémie de Covid-19 qui a paralysé l'industrie du tourisme. C'est la pire crise qu'ait connue le Sri Lanka depuis son indépendance en 1948. Les forces ukrainiennes ont reconquis la totalité de la région de Kiev, a assuré hier le ministère de la Défense ukrainien après le retrait russe du nord du pays. Dans le sud, Mariupol était toujours samedi soir dans l'attente de convois dédiés à l'évacuation des civils. Suivez ce reportage de France 24. Le drapeau ukrainien trône à nouveau dans les faubourgs de Kiev, occupé il y a quelques jours encore par les forces russes. Les carcasses des chars, certaines encore fumantes, s'étalent sur une centaine de mètres. Il y en a 10 au moins, avec cette lettre V, symbole de leur offensive. Figée sur cette petite route de campagne, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. On les a eus. Cette femme veut aujourd'hui voir de ses propres yeux le recul de l'armée russe. De nombreux soldats ont péri ici, carbonisés dans leurs blindés. Enfoirés. Vous nous avez attaqués et vous êtes morts ici. Vos tombes resteront là à jamais. Vous n'êtes pas des humains, vous êtes venus sur nos terres pour tuer des femmes et des enfants et pour tout détruire. Des villageois terrorisés qui viennent embrasser ceux qui les ont vaillamment défendus. On les a enfin libérés. Cela a duré 4 jours. On est très fiers d'eux et heureux de les voir. On les aime. C'est à nous de prendre soin d'eux maintenant. Les combats ont été féroces autour de ce village. Des bombes de plusieurs centaines de kilos sont même tombées dans les jardins en pleine nuit. Bienvenue. Ma maison est juste là-bas. C'était 2 heures du matin, j'ai entendu l'explosion. Tout s'est mis à trembler, le souffle m'a projeté par terre. Ce retraité, l'un des plus anciens du village, nous affirme que les soldats russes lui ont même demandé des cigarettes, car certains d'entre eux ont dormi là quelques nuits, dans ces maisons inoccupées, comme celle d'Igor, qui peut enfin revenir chez lui. Voilà tout ce que les Russes ont laissé derrière eux. Ce sont des animaux. À l'étage, les rations de survie laissées là par les combattants russes, à peine entamées, comme s'ils avaient dû fuir à la hâte. Ils dormaient dans la chambre de la fille d'Igor. J'ai mis 15 ans à construire cette maison. On avait emménagé définitivement 3 mois seulement avant la guerre. Le monde russe dont ils parlent tant, qu'ils le gardent chez eux et qu'ils vivent avec. Mais nous, ici, on n'en veut pas.
Autour de Kiev, l'étau russe s'est considérablement desserré ces dernières heures. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Une très bonne soirée sur Viva. Au revoir.